Prenez soin de vous avec le groupe Vive et votre programme La Santé d'abord. Groupe Vive, entrepreneur du mieux vivre. Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de La Santé d'abord, l'émission qui préfère prévenir plutôt que guérir. Alors mesdames, comment allez-vous en 2023 ? Votre espérance de vie est-elle toujours aussi élevée ? Prenez-vous suffisamment soin de votre santé ? Êtes-vous aussi bien soigné et dépisté que les hommes ? À l'occasion de la Journée de la femme, nous avons eu envie de nous intéresser à votre santé, à ce qui va bien et à ce qu'on pourrait également améliorer. On en parle aujourd'hui sur le plateau de La Santé d'abord. C'est vrai, les femmes vivent toujours plus longtemps que les hommes, mais ces quelques années supplémentaires ne riment pas forcément avec bonne santé. Pourquoi ? Eh bien parce que les femmes pâtissent encore de certains clichés, avec comme conséquence des diagnostics tardifs, erronés ou encore une prise en charge inadaptée. Alors comment remédier à ces inégalités entre les hommes et les femmes en matière de santé et surtout comment aider les femmes à mieux prendre soin d'elles ? Eh bien autant de questions que je vais poser aujourd'hui sur le plateau de La Santé d'abord à mes deux invités. Victoire Mullier, bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondatrice de Ginéa, un centre exclusivement dédié à la santé de la femme. Merci d'être avec nous. Merci. Dominique Joseph, bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire générale de la FNMF, qui est la Fédération nationale de la mutualité française. Il y a beaucoup de consonnes, c'est bon, je l'ai bien dit, FNMF. C'est très bien dit. Merci. Merci en tout cas à toutes les deux d'être avec nous sur le plateau. Alors, je le disais en introduction, les femmes ont une espérance de vie toujours plus importante que les hommes, mais l'écart se resserre. L'espérance de vie pour une petite fille qui naît aujourd'hui est de 93 ans, 90 ans pour un petit garçon qui naît aujourd'hui. L'écart était de 7 ans quand même en 2007. Et surtout, les femmes vieilliraient en moins bonne santé que les hommes. Elles seraient plus souvent malades, elles auraient plus souvent recours à des médicaments. Et une des explications à cette situation serait la persistance d'inégalités entre les hommes et les femmes dans le domaine de la santé. Alors, il y a bien sûr des facteurs biologiques, on en parlera tout à l'heure, mais il y a aussi des facteurs culturels, sociaux et économiques. Les Français ont-ils conscience de ces inégalités ? Eh bien, la réponse avec notre journaliste Cédric Manet, qui est allé interroger les habitants de Nantes sur le sujet. Je pense tout ce qui est douleur liée aux règles, l'endométriose, sur lequel on ne parle pas beaucoup dans le domaine médical, notamment parce qu'il n'y a pas de recherche dessus. Il y a très peu de recherches qui sont faites sur ce sujet-là. Et c'est des sujets qui ne sont pas tabous à la maison, en famille, on en parle. Je pense à l'endométriose et ouais, il faudrait en parler parce que c'est un problème typiquement féminin et étant donné que c'est pas forcément évident dans la communication avec les hommes pour qu'ils puissent comprendre. C'est pas forcément facile à expliquer puisque ça touche que la femme. Et c'est important, oui, qu'ils en prennent conscience pour dans les vies de couple que ça aille mieux. Dans mon cas personnel, il y a 3 jours dans le mois où je vais être au courant que ma compagne a ses règles et du coup j'essaye de prendre le relais dans ce genre de situation et de lui alléger un petit peu la charge de la vie pendant ce court moment, on va dire. La charge mentale dans ma vie de couple, nous on a surtout essayé de s'adapter et pour cela dans ma vie professionnelle j'ai pris le choix d'être à temps partiel, donc à 80%, afin de libérer une journée où je peux m'occuper de mon fils et de faire, vous voyez, on est au marché, donc faire les courses un peu pour le week-end, grosso modo, et puis faire un peu, bien sûr, les tâches ménagères pour essayer de s'adapter et alléger, bien sûr, la charge mentale. Charge mentale, endométriose, règles... voilà, on va en parler évidemment de ces différents sujets au cours de l'émission. Des sujets encore très tabous dans notre société parce que forcément, le manque d'intérêt du corps médical pour la santé de la femme pendant des siècles, ça laisse quelques traces. Et si les choses évoluent aujourd'hui quand même dans le bon sens, il y a encore des situations médicales où effectivement les hommes et les femmes ne sont pas tout à fait traités de la même façon. Et ce n'est pas toujours en défaveur des femmes d'ailleurs, on le verra. Alors en cause certains clichés qui persistent, comme par exemple les femmes sont fortes, enfin pardon, non, le lapsus, les hommes sont forts et les femmes sensibles voire fragiles, ce qui veut dire que le genre influence encore aujourd'hui les rapports médecin-patient. Tout à fait. Victoire. Je pense qu'on ne soigne pas de la même manière un homme versus une femme, parce que la santé, c'est pas qu'une affaire de biologie, c'est une affaire de société, et on hérite de nos représentations, de notre éducation, et tout ça, ça influence la santé et la manière dont on soigne les gens.
Alors, est-ce que vous avez des exemples concrets à nous donner, Dominique? Oui, par exemple, je vais prendre le cas des infarctus, des maladies cardiovasculaires, pardon. Et aujourd'hui, il est évident qu'une femme est moins bien prise en charge quand elle fait un infarctus du myocarde qu'un homme. Et ce, parce que la sensibilisation et la reconnaissance du syndrome cardiaque ne sont pas les mêmes chez les hommes et chez les femmes. Ce n'est pas la barre qui traverse la poitrine, par exemple, mais c'est plutôt un mal au dos, des problèmes digestifs et une grande fatigue. Et souvent, en première intention, c'est de dire, on va pas, c'est pas d'aller passer un électrocardiogramme ou d'aller malheureusement vers les urgences, mais c'est plus une prescription de reposez-vous ou Ou c'est une d'antidépresseurs. crise d'angoisse ou ce genre de choses. Et rappelons quand même que les femmes ne sont plus protégées après 50 ans par leurs hormones concernant ces maladies cardiovasculaires. Et c'est surtout que, on ne le sait pas assez, mais en fait, les maladies cardiovasculaires sont la première cause de mortalité chez la femme. On est peut-être moins touché que les hommes, mais on en meurt plus. Il y a plus de décès. On est plus touché que les hommes et aussi plus gravement touché, ça c'est vrai. Et Dominique le disait très bien, en fait, les femmes souffrent d'un manque d'information qui fait qu'elles sont aussi moins vigilantes quand ces symptômes apparaissent. Elles vont les minimiser, elles vont tarder à appeler les secours. Elles vont pas se dire, par exemple, elles vont tarder à appeler les secours, en moyenne, je crois, 15 minutes plus tard qu'un homme. Ouais, et ça a des conséquences dramatiques, parce que ça veut dire que si demain, une femme fait une crise cardiaque et un homme fait une crise cardiaque, et ces gens-là se présentent tous les deux aux urgences en même temps, on va probablement diagnostiquer l'homme plutôt que la femme. Donc ça a vraiment des conséquences extrêmement prégnantes. Donc, ce qui veut dire qu'en France et partout dans le monde, des milliers de femmes meurent parce que ce sont des femmes? Dans le cas des maladies cardiovasculaires, on peut dire qu'il y a une perte de chance, en effet. Bon, rappelons également que pendant très longtemps, les femmes ont été exclues des manuels d'anatomie. Comment soigner des femmes correctement quand on ne connaît pas bien leur anatomie? Forcément, c'est un peu du non-sens aussi. Enfin, ça laisse encore des traces aujourd'hui sur la prise en charge des femmes. Ça laisse Dominique. oui, ça laisse des traces. Alors heureusement, il faut se féliciter qu'il y ait eu des progrès notables dans ce domaine-là. Déjà, le fait qu'il y ait plus de femmes médecins qu'il y a une vingtaine d'années est une avancée, mais à condition, et je vais me permettre de le dire, qu'il y ait aussi une part dans les études de médecine consacrée à la santé des femmes pour qu'il y ait ces avancées en termes, d'information, mais aussi de prévention. Les informations préalables, y compris la sensibilisation de la société en général, de tous les acteurs et actrices, des professionnels et des femmes, est quand même essentielle dans cette appropriation de sa santé. Que tout le monde déconstruise un peu ses clichés. Oui. Et oui, c'est vrai que la femme, pendant très longtemps, la santé de la femme était vue uniquement sous l'angle de la reproduction, ce qu'on appelait aux États-Unis la médecine bikini. Yes. Ouais, une femme, c'est pas qu'une reproductrice, on est bien d'accord. Non, et puis il faut aussi rappeler que pendant très longtemps, les femmes n'ont pas eu le droit d'être médecins. Et qu'on a d'ailleurs inventé certaines maladies comme l'hystérie, qu'on attribuait uniquement aux femmes et qui ont été des mécanismes de contrôle et de domination des femmes extrêmement graves. Alors, la recherche médicale n'a pas été épargnée non plus par ces discriminations. Il n'y a encore pas si longtemps, la majorité des essais cliniques étaient menés sur des individus masculins. Donc, forcément, il y a certaines pathologies comme l'endométriose ou tous les cancers gynécologiques qui n'ont pas été, investigués de façon correcte. Dominique? Oui, un manque d'investigation, en effet, et surtout un manque d'analyse des effets, quand on parle des effets négatifs de certains médicaments, à l'aune de la spécificité féminine. C'est-à-dire qu'on adapte les dosages, finalement, les dosages des médicaments sont plus pour des hommes. De façon neutre, on va dire, on va dire de façon neutre. Plus spécifiquement pour les hommes, ça prendre en compte les rythmes biologiques des femmes. Parce qu'on parle beaucoup... Pourquoi les femmes ont été exclues pendant aussi longtemps de tous ces essais cliniques? Il y a deux raisons. La première, c'est qu'en tant que femme, on a un cycle menstruel qui, du coup, rend les études plus instables et plus coûteuses. C'est à cause de nos hormones, c'est ça? Voilà, et qu'il y avait aussi une peur qui était justifiée de ne pas faire d'études du tout sur des femmes en âge de procréer parce qu'on avait peur des répercussions éventuelles sur des grossesses, sur le fœtus. Ouais.
Voilà, donc les C'est choses plutôt changent. louable d'ailleurs dans Ce ce qui est, cas-là, voilà, ce mais qui est tout à fait normal, mais il faut quand même des études cliniques avec des femmes enceintes sur certains médicaments bien sûr. et certaines choses, c'est indispensable. Bon, heureusement, les choses évoluent dans le bon sens, puisque depuis 2003, la législation pharmaceutique, en tout cas en Europe, impose des essais cliniques sur les deux sexes, bon, avec 10 ans de retard quand même par rapport aux États-Unis. Alors, il existe aussi des inégalités en défaveur des hommes. C'est vrai qu'on n'en parle pas toujours, hein, et c'est encore une fois à cause de ces fameux stéréotypes liés au genre. Alors, une pathologie, par exemple, comme l'ostéoporose, sera plus souvent recherchée chez les femmes ménopausées que chez les hommes. Or, les hommes peuvent aussi souffrir d'ostéoporose, hein. Oui, enfin, les hommes souffrent d'ostéoporose. Et puisqu'on parlait de spécificité de la santé des femmes, c'est vrai que la ménopause et les effets de la ménopause, y compris sur la décalcification, ce n'est encore pas assez pris en charge, ou du moins pas assez, je dirais, cerné comme étant une pathologie, ou du moins Sous-jacente, bien sûr, sous-jacentes, de et la surtout à ménopause. investiguer, sur lesquelles Mhm. il convient peut-être là aussi de casser le tabou. C'est pas parce qu'une femme est ménopausée qu'il n'y a pas encore des effets, des besoins de prévention, des besoins d'accompagnement, y compris en médicaments, voire en conseil de santé. Parce qu'on Ouais. ne peut pas réduire la santé, comme c'était dit, à la seule approche biologique ou médicamenteuse ou médicale. La santé, c'est un bien-être en général. Alors il y a beaucoup de facteurs qui contribuent au bien-être, mais c'est vraiment un enjeu fort aujourd'hui que de parler aussi de la ménopause et des effets de la ménopause. Mais je pense que nous allons consacrer une émission complète à la ménopause, qui est un sujet encore trop tabou dans notre société. Je suis bien d'accord avec vous. Alors, il y a aussi le sujet de la dépression, que l'on va attribuer avec un peu trop de facilité aux femmes, voilà, et on peut passer à côté chez un homme, hein. Tout à fait. Bah, comme on disait que on voit souvent la crise cardiaque comme une maladie typiquement masculine, à Ouais, la contrario, dépression. on voit la dépression plutôt comme une maladie féminine et les hommes vont en pâtir parce qu'en effet, ils sont vraiment sous-diagnostiqués sur cette maladie-là. Et ça s'explique par le fait que les hommes, voilà, à cause de la société, vont exprimer un petit peu différemment cette dépression, vont moins s'autoriser à pleurer, par exemple. Mhm. Il y a des études qui ont montré que les femmes pleuraient plus régulièrement, plus facilement Mais lors un d'une homme, ça ne doit pas consultation. pleurer, bien Non. sûr. Un homme, ça ne doit pas pleurer, ça doit être Ouais. fort. Et chez lui, la dépression va s'exprimer peut-être un peu différemment avec de la violence, de la colère, parfois de l'alcoolisme, ce qui fait qu'on passe parfois à côté et que les hommes en pâtissent. Bon, voilà, encore beaucoup de clichés à déconstruire. Un facteur aussi important qui peut limiter l'accès aux soins, notamment chez les femmes, c'est la précarité économique, hein, qui toucherait aujourd'hui plus les femmes que les hommes. Voilà quelques chiffres peut-être à retenir. 70% des travailleurs pauvres sont des femmes. 82% des emplois à temps partiel sont occupés par des femmes. Et les femmes représentent 85% des familles monoparentales, dont une sur trois vit sous le seuil de la pauvreté. Donc voilà, quelles sont les principales conséquences de ce manque de ressources sur la santé des femmes aujourd'hui? C'est qu'on fait dans le choix de ce qui reste, de ce dont on dispose à la fin du mois, quand il reste encore un minimum d'économie, eh bien, la santé passe après. Et surtout pour une femme, elle fera passer, dans ces situations-là que vous avez très bien résumées, la santé des enfants passera avant la celle de la maman. Oui, et puis c'est vrai que voilà, les femmes sont plus touchées par la précarité. Et quand on a moins de moyens, on se soigne moins. Mhm. On renonce aux soins, on a une moins bonne hygiène de vie, et donc on est plus à risque de développer des maladies et des addictions. Nous, on le voit tous les jours chez Ginéa, on accueille beaucoup de patientes qui sont en situation de précarité, Ouais. avec des tarifs accessibles. Et voilà, il y a un vrai travail à faire pour ramener ces patientes-là dans des parcours de soins et du suivi plus régulier. Peut-être quelques mots sur les maladies qui sont sous-diagnostiquées ou mal prises en charge chez les femmes. On a parlé tout à l'heure des maladies cardiovasculaires. Il y a également l'endométriose, pour laquelle la recherche s'est très peu investie jusqu'à maintenant, parce que c'est une maladie, voilà, qui touche exclusivement les femmes. On est d'accord. Oui, ça touche que les femmes, et pourtant elle touche 10% des femmes. Hein, donc c'est Ouais, et considérable. c'est première cause d'infertilité. Donc juste en Oui. quelques mots, hein, je rappelle que c'est le développement de la muqueuse utérine endomètre en dehors de l'utérus. Et cette muqueuse va coloniser d'autres organes, avec comme première conséquence des douleurs pendant les règles. Or, ce n'est pas normal d'avoir mal pendant les règles. Mais ça encore,
Là, on baigne dans des clichés liés au genre, même si depuis ces 10 dernières années, on commence à s'intéresser à cette pathologie il y a eu des campagnes d'information, comme la chanteuse Imani ou l'actrice Laetitia Milo, par exemple. Euh, voilà, les médecins ne connaissent pas encore bien cette maladie. Justement, là, on est vraiment dans cette problématique de maladie liée aux femmes qui n'a pas été assez investiguée par la recherche médicale. Ils ne connaissent pas cette maladie, d'où les retards de... Non, aujourd'hui, il y a diagnostic. vraiment, les choses ont vraiment évolué dans le bon sens. Mais c'est vrai que pendant longtemps, on a banalisé cette douleur. Mhm. Et en plus, c'est une maladie qui est protéiforme, c'est-à-dire qu'elle se manifeste de manière extrêmement variable d'une femme à l'autre, ce qui explique que le diagnostic prend en moyenne 7 ans chez une femme. Donc c'est vraiment extrêmement long. Les choses sont en train de bouger. Il y a d'ailleurs le président Macron, début 2022, a mis l'endométriose comme l'une des priorités gouvernementales en matière de santé. Et là, ces derniers mois, il y a des filières de soins qui se sont structurées en 3 niveaux. Et nous, c'est des gens avec qui on travaille chez Ginea, voilà, de la première consultation en ville à des centres hospitaliers où vous pouvez faire de la chirurgie liée à l'endométriose. Donc, ça va dans le bon sens, mais c'est vrai qu'il faut souligner le travail des associations de patientes qui a été immense dans la prise de conscience. D'accord. Bon, une autre pathologie qui menace aussi aujourd'hui la santé des femmes, c'est le cancer du poumon. Hein. Ce n'est plus une maladie d'homme aujourd'hui, comme les maladies cardiovasculaires. On est passé quand même de 16% de femmes parmi les personnes atteintes d'un cancer du poumon en 2000 à 34,6%. Moi, j'ai été assez impressionnée par ce chiffre. Voilà, les femmes fument plus longtemps. Elles fument aussi plus jeunes. Hein. Les adolescentes commencent plus jeunes parce qu'elles ont plus fragiles ou peut-être ce besoin d'appartenir à un groupe ou ne pas se sentir différente. Alors, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, mais c'est des fois le revers de la médaille de l'égalité femmes-hommes. C'est vrai qu'on a milité et on milite toujours pour cette égalité femmes-hommes, et cette égalité, elle se traduit par des gestes visibles de chacun et chacune. Et l'alcool, c'est le même problème. Hein. Tabac, vous parlez d'addiction à l'alcool, et là aussi, parler 15% des femmes de moins de 35 ans ont un usage dit à risque de l'alcool. Et c'est pour faire partie d'un groupe, pour s'affirmer dans un groupe mixte, où ne puisse pas être dit que la fille, parce que ça commence très jeune, est plus fragile que le garçon, elle veut s'affirmer. Et c'est vrai que la cigarette, comme l'alcool et peut-être aujourd'hui aussi le cannabis, sont des moyens de s'affirmer en pleine égalité. Ce serait la rançon de l'égalité. Alors, quelque part. Oui, mais là, on a besoin d'éduquer les... Je pense qu'il faut, là aussi, déconstruire les stéréotypes de genre dès le plus petit âge. Et je pense qu'on peut aussi mettre en cause les campagnes de publicité qui ont vraiment rendu le geste de la cigarette très glamour. Oui, de la femme, la femme qui fume, voilà, la femme glamour, sensuelle, libre, alors qu'elle est tout sauf libre. Et puis, nous, les femmes, nous sommes les championnes de la charge mentale aussi. On n'en a pas encore parlé. Hein. On est très fortes pour ça, pour penser aux corvées qui nous attendent à la maison quand on est au travail. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à faire comme les hommes qui, eux, quand ils sont au travail, ne pensent qu'au travail? C'est notre cerveau qui est configuré comme ça. Je pense qu'on n'a pas été éduqués exactement de la même manière. C'est encore un problème d'éducation. Essentiellement, ça commence dès le plus jeune âge et ça se reproduit dans toutes les représentations autour de nous, dans les catalogues de jouets au moment de Noël pour les enfants, dans les films, dans plein de choses, dans les livres, dans les dessins animés. Tout ça, ça imprègne la société et ça ancre des réflexes ou des non-réflexes plutôt. Qui créent cette fameuse charge mentale. Et cette avec une répartition des tâches ménagères qui n'est pas encore vraiment à égalité. On est bien d'accord. Il y a une marge de progrès. Il y a une marge de progrès. Ouais, on est encore joliment dit. Merci. Ouais. Alors justement, nous avons rencontré Karine et David, un couple collaboratif, eux, en matière de charge mentale. Et oui, ça existe. C'est un reportage de Cédric Manet. « 7h moins 10, les réveils de Jeanne, puis d'Antonin, le goûter, le cartable, les repas. David, le mari de Karine, a beau être collaboratif, le rythme est dense. Là, il y a par exemple le livre de bibliothèque de l'un, un autre livre de lecture à l'autre, le change auquel il faut penser. Ça charge, c'est ça, c'est bien le mot, ça charge le mental. Après, il n'y a rien de grave dans ces choses-là, mais c'est vrai que tu as envie de bien faire en fait. Pour Karine, cette charge mentale date d'une période précise, les naissances des enfants et les années qui ont suivi. J'ai eu la sensation en tout cas
Parce que c'est moi qui portais l'enfant, c'est moi qui étais responsable de tout. C'est-à-dire qu'on s'est adressé à moi, la maman, au tout début. Maternité, les crèches, l'école. On s'adresse, c'est la sensation que j'ai eue, plus à la femme qu'à l'homme, quoi. Autre effet de cette charge mentale, le privé et le professionnel qui se mélangent. Certains matins, je me suis vue ne plus du tout être en présence ici, mais penser au travail. J'y pense, donc j'habille un des enfants, par exemple, et je me précipite dans ma tête à me dire vite, il faut que ça se soit fait, pour que vite j'aille travailler, et que je sois à l'heure et que tout soit OK là-bas, quoi. Cette année, personne dans la famille n'est inscrit à un loisir, une manière de s'accorder des moments de pause. Bon, quand j'écoute Karine, j'ai quand même l'impression que le cerveau féminin est naturellement enclin à fabriquer un peu de charge mentale, non? Est-ce que finalement nous ne serions pas nos meilleurs ennemis? Est-ce que on se dit on voudrait lâcher, mais en fait on n'y arrive pas, c'est comme ça, on a besoin de tout contrôler. C'est compliqué, et surtout, et le reportage le montre bien, en fait, quand il y a des enfants, il y a une explosion des tâches domestiques, le ménage, les courses, acheter des vêtements, faire les devoirs. Et si c'est pas fait, il faut le faire, en fait. Donc moi, je pense qu'une des solutions, c'est que tous les membres du foyer montent en compétences, à minima, sur toutes ces compétences dont on a besoin pour faire tourner un foyer, qui sont la cuisine, le ménage, les courses, pour pas que ce soit une seule personne qui s'en occupe. Bien sûr. Mais c'est construit ou c'est à déconstruire plutôt, parce que on montre, c'est vrai, au moment de la naissance du premier enfant, du deuxième enfant, mais en fait, il faudrait, quand on analyse ce qui se passe dans une famille, souvent, la petite fille, vous le disiez, reproduit et on l'incite à reproduire les gestes de la maman. Et donc c'est un cycle un petit peu infernal qu'il nous faut, ou des stéréotypes à déconstruire, parce que le syndrome de la bonne élève, alors je ne sais pas s'il est inscrit dans les gènes ou pas des on filles a du mal à s'en défaire, en mais tout cas. on a du mal à s'en défaire. Alors quels seraient vos meilleurs conseils que vous pourriez donner aux femmes qui nous regardent en ce moment pour vieillir en bonne santé? Se préserver et garder des moments pour soi, c'est indispensable, même si c'est pas facile. Réussir à mieux dormir aussi. Bien sûr, le sommeil c'est fondamental chez les hommes et comme chez les femmes pour être en bonne santé. Et puis les femmes surtout font toujours moins de sport que les hommes. J'ai retrouvé ce chiffre assez surprenant, 2 tiers des Français qui ne pratiquent pas de sport sont aujourd'hui des femmes. D'où votre idée d'ailleurs, Victoire, d'ouvrir le premier cabinet exclusivement dédié à la santé des femmes. Expliquez-nous en quelques mots comment fonctionne votre centre. Oui, absolument, ça s'appelle Ginea. On a ouvert notre premier cabinet l'année dernière. Et en quelques mots, on accompagne les femmes tout au long de leur vie. C'est un lieu médical. Donc on les accompagne au moment de la puberté, au moment d'une grossesse, après une grossesse, à la ménopause. Sujet que vous connaissez bien en ce moment, j'ai l'impression. Oui, pourquoi c'est pourtant 3 mois. Oui, absolument. Je suis en effet concernée directement. Et voilà, on a une équipe de gynécologues, de sages-femmes, d'infirmières, de kinésithérapeutes qui travaillent tous ensemble pour répondre aux besoins de chaque patiente. Et notre mission, c'est ça, c'est de prendre soin des femmes, mais aussi de prendre soin de ces professionnels de santé qui sont engagés auprès des femmes. Ça, c'est extrêmement important. Bon, et puis les mutuelles ne sont pas en reste non plus. Pour améliorer la santé des femmes, nous sommes allés rencontrer le président de la MGEN, Mathias Savignac, qui nous raconte comment son groupe se mobilise depuis de nombreuses années pour les droits des femmes, notamment dans le domaine de la santé. Regardez. La santé des femmes occupe une place importante dans les réflexions et les travaux de la MGEN depuis son origine. Bien souvent, on confond les différences liées au sexe avec les inégalités liées au genre. Et donc on a décidé, mais depuis l'origine, d'avoir des actions concrètes. Nous travaillons en partenariat avec une start-up qui s'appelle Live et qui traite principalement du sujet de l'endométriose, qui est un sujet tabou, dont on parle peu, et qui pour autant concerne une femme sur 10. On a aussi mené une mini-enquête aux côtés de la Fondation des femmes sur la constitutionnalisation du droit à l'interruption volontaire de grossesse. Il s'avère qu'à l'issue de cette enquête, 8 Françaises sur 10 sont en faveur d'une constitutionnalisation du droit à l'avortement. Mais on observe aussi pas mal de données sur la santé psychique. À titre d'exemple, au cours du premier confinement, nous avons mené une initiative qui visait à prendre en charge 4 consultations de psychologie par an au 1er euro, alors que ces séances-là ne sont pas remboursées par la sécurité sociale. Spécifiquement autour de la santé des femmes, il y a la question du grand âge
et de la dépendance, parce qu'aujourd'hui, statistiquement, les femmes vivent plus longtemps que les hommes. C'est une question d'autonomie. Est-ce que demain, le modèle de la prise en charge du grand âge reste encore l'EHPAD, ou est-ce qu'on travaille collectivement à une solution qui serait le maintien à domicile, chez soi, dans son environnement, auprès des siens? En fait, aujourd'hui, on a plusieurs points d'entrée sur les questions de santé des femmes, que ce soit la prise en charge psychologique, que ce soit la fin de vie, le grand âge, les inégalités de prise en charge. Mais je crois que le sujet, au final, c'est simplement de réduire les inégalités entre les femmes et les hommes tout au long de leur vie. Voilà, c'est très bien dit. Et il existe donc des solutions concrètes aujourd'hui pour aider les femmes à vieillir en bonne santé. C'était un des messages importants à faire passer. Dominique? Oui, d'ailleurs, moi je vais peut-être à ma présentation rajouter qu'au-delà d'être secrétaire générale de la Mutualité française, je suis présidente du réseau Mutel, le réseau des femmes en mutualité, justement avec comme première mission de sensibiliser sur la santé des femmes. Merci beaucoup à toutes les deux, c'était passionnant. Voilà, malheureusement, ça passe trop vite. 6 minutes, il y aurait eu encore beaucoup de choses à dire. Alors, les messages, je pense, importants à retenir de cette émission. Les femmes vivent aujourd'hui de plus en plus comme des hommes. Alors, attention aux maladies que l'on pensait jusqu'à maintenant réservées aux hommes, comme les maladies cardiovasculaires ou cancer du poumon, avec parfois des symptômes atypiques. Les inégalités liées au genre commencent tout juste à être reconnues grâce à l'impulsion des femmes médecins, chercheuses et de patientes. On en parlait tout à l'heure, donc il ne faut rien lâcher. Et puis attention à cette fameuse charge mentale, 8 heures de plus de tâches domestiques pour les femmes par semaine. Donc là aussi, il faut qu'on lâche un petit peu, d'accord? Il faut lâcher prise. Voilà, un grand merci à toutes les deux. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à Valérie Darmon, Margot Miller et Christina Mouton de m'avoir aidé à préparer cette émission. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver très bientôt pour un prochain numéro de La Santé d'abord. D'ici là, prenez soin de vous. Le groupe Vive vous a présenté La Santé d'abord, le programme qui prend soin de vous. Groupe Vive, entrepreneurs du mieux vivre.